bonjour à tous. Alors, vous connaissez forcément la Legal Tech, vous connaissez la Lao Tech, mais alors aujourd'hui, on va parler de Low Tech et on va prendre notre temps pour vous expliquer ce concept et voir en quoi ça peut impacter votre business. Alors, pour en parler, je suis avec Nathalie Garde. Nathalie, bonjour. Bonjour, Ariane. Nathalie Garde, maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Je suis avec Stéphane Fritz. Stéphane, bonjour. Bonjour Ariane, bonjour Nathalie, bonjour Fabien. Stéphane, je vous laisse vous présenter. Je suis le président du groupe Guy Hockey. C'est un groupe de 580 agences en franchise, agences immobilières en franchise. Donc, vous allez avoir un éclairage sur l'application de ce concept sur le marché de l'ancien, de l'immobilier ancien, en tant que patron de ce réseau d'agences immobilières. Et puis, Fabien Thierry, bonjour Fabien. Bonjour, bonjour à toutes Alors, et vous à êtes le tous. start-upper de l'équipe. Vous dirigez MetaLiving. En deux mots, qu'est-ce que c'est MetaLiving ? MetaLiving, c'est une société qui intervient dans les problématiques Smart City, dans les études urbaines menées par les grands territoires. Donc, avec vous, on va avoir un éclairage aussi sur l'impact de ce concept, la réalité sur le marché du neuf. Donc, le neuf, l'ancien et l'universitaire. Nathalie. Alors, Nathalie, c'est quoi la low-tech ? On dit Alors, low-tech ce concept-là, il est ancien. Oui. Il remonte aux années 70 et il apparaît notamment sous la plume de Ernest Friedrich Schumacher, qui est un pionnier en fait des idées écologiques en matière d'économie et de politique. Donc voilà. Pour lui, c'est vraiment envisager l'activité humaine sous un angle novateur. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça ne semble pas très novateur, mais dans les années 70, c'était quand même des idées nouvelles. Donc, déjà, prendre en compte la nature en tant que capital à préserver. Donc, ça, c'était déjà en 1970 et c'est très d'actualité aujourd'hui. On l'a vu notamment avec la crise du Covid. Le souci d'une économie pérenne, fondée sur une exploitation raisonnée des ressources. Et aussi, la troisième idée, c'est l'intégration du bien-être des travailleurs et la préservation globale de l'environnement. Donc, on est sur des critères qu'on appellerait aujourd'hui de RSE, responsabilité sociale de l'entreprise, de développement durable. Donc, voilà sur l'idée low-tech. Nathalie, low-tech, ce n'est pas la slow-tech. Non, ce n'est pas la slow tech, exactement. Donc, l'idée, c'est d'avoir une démarche plutôt globale, transversale, systémique, et qui surtout va remettre l'usage au cœur de l'innovation. Donc ça, c'est le premier aspect. Donc si on parlerait de low-tech attitude, ça serait un petit peu ça, la notion d'usage au cœur du système. Et puis aussi de répondre à, j'allais dire, des besoins, mais par des technologies qui seraient simples, moins complexes, les moins coûteuses possibles, ayant un impact donc plutôt positif sur l'environnement. Voilà, mais ça, c'est un concept avec toi, on peut l'élargir et on va voir aussi avec nos deux intervenants comment eux, ils appréhendent cette notion de low-tech. Alors Stéphane, concrètement pour vous, c'est quoi ? Alors, la low-tech, c'est en comparaison avec la high-tech, donc haute technologie. Et c'est un peu ce que vendent les startups. C'est aujourd'hui ce qui a permis de digitaliser et de simplifier pas mal d'actions dans des parcours clients, qu'ils soient collaborateurs ou clients. Et ça s'est tellement emballé. Moi, je reçois régulièrement des startups, notamment celles qui sont dans le corps de mon métier, dans l'immobilier. Et on voit qu'ils simplifient, mais ils ont tellement accéléré la cadence qu'ils ont fini par complexifier les tâches, malgré le digital. Et c'est assez drôle de le voir. Et la low-tech, elle vient… en fait, on vit des effets de balancier. On va tout d'un côté, puis ensuite tout de l'autre. La low-tech, elle vient un peu poser ça, c'est-à-dire des gestes simples, mais qui démarrent d'abord par nos organisations. En clair, c'est des gestes humains d'abord. Et en fait, on n'a souvent pas fait ce travail-là et les startups sont venues nous tamponner avec leur technologie, leurs gestes simples, leur parcours simple. Et en fait, on n'avait pas changé, nous, les organisations, elles, n'avaient pas changé. Et donc, on a vécu à chaque fois, depuis déjà 10 ans, déjà des transitions digitales extrêmement douloureuses, parce que la techno était là et plutôt fortement, mais par contre, les gens ne trouvaient plus le bouton vert sur leur ordinateur, quoi. C'était compliqué. La low-tech, pour moi, c'est revenir à des gestes simples, et avant de poser la technologie sur nos organisations et sur nos parcours clients ou nos parcours collaborateurs,
d'abord, il faut revoir de fond en comble la façon dont on travaille et enlever des gestes, d'abord dans notre travail, avant de venir mettre la technologie. C'est un petit peu ça que ça inspire pour moi, la low-tech. Mais concrètement, chez vous, par quoi ça s'est manifesté? Est-ce qu'on peut illustrer, voilà, pour vraiment qu'on comprenne au-delà du discours managérial, qu'est-ce que c'est pour, voilà, pour quelqu'un qui nous regarde et qui n'a pas du tout idée de ce que ça représente au-delà du concept? Pour moi, c'est moins de techno, plus de gestes humains. C'est ce que représente le mot pour moi, low-tech. C'est plus ça. C'est moins de techno, plus de gestes humains. Et Enfin, on moi, le je suis devra malgré d'accord avec tout. Alors moi, plus de gestes humains, oui. pour apporter un complément, en tout cas une définition un peu complémentaire par rapport à ce que vous avez tous dit, moi j'ai noté Nathalie parler de transversalité, de systémique. Pour nous, la low-tech, c'est avant tout de remettre l'usage, le besoin usager, le besoin client au cœur des préoccupations. Stéphane, vous l'avez dit, on a pris un mur technologique, tous, on l'a développé, ça a révolutionné, ça a bouleversé les habitudes, ça a par moments détruit des process, ça en a créé d'autres. Mais pour nous, la low-tech, c'est avant tout en fait remettre le besoin, l'expression du besoin, qu'il soit usager, habitant, client, utilisateur, collaborateur, au cœur du système et des méthodologies. Alors ça passe, vous l'avez dit, par de la frugalité, par des méthodes qui sont plus pragmatiques peut-être, en tout cas qui vont privilégier le pragmatisme. Et il y a un terme qui nous importe beaucoup, c'est de suivre en fait l'explosion des barrières entre les typicités qu'on connaît tous dans nos vies. C'est-à-dire qu'avant, on était consommateur, puis on était salarié, puis on était habitant, puis on était utilisateur de services publics. Nos vies montrent qu'on n'est plus du tout ça. On est tout à la fois. Et donc, en fait, nos structures, les territoires, les entreprises sont aujourd'hui confrontés en fait à ce désilotage de fonctions qu'on connaît tous. C'est-à-dire qu'on a des envies dans une journée, on va passer par plusieurs stades de casquettes, on va dire, d'habits, d'habitus. Et donc, pour nous, la low-tech, je voudrais la qualifier, c'est de remettre en fait au cœur de l'organisation l'expression de l'usage, l'expression du besoin, et on en parlera peut-être par rapport à l'expression du besoin par rapport au logement. Nathalie, vous avez des exemples concrets de manifestations de la low-tech aujourd'hui ou d'entreprises qui symbolisent un peu ce nouveau mouvement? Au niveau des exemples d'entreprises, je ne sais pas s'il y en a vraiment. Par contre, après, moi, ma définition, alors je pense à Stéphane Fritz et Guy Hockey. Pour moi, dans un concept un petit peu élargi, c'était le fait de faire remonter un petit peu des innovations locales, sociétales. Je pense à ce qui s'est passé, Stéphane va peut-être en parler, pendant le Covid, les initiatives locales au niveau des agences en termes de solidarité. Mais je crois que aussi Orpi a fait la même chose, où il y a eu vraiment cette valorisation et cette remontée vers le siège qui se l'est réapproprié et l'a diffusé et a encouragé ce type de pratiques d'innovation plus sociétale. Je ne sais pas, Stéphane, si tu peux en parler des agences un peu phares que vous avez mis en lumière. On peut parler aujourd'hui des initiatives qui ont eu lieu dans le réseau, mais en fait, si on regarde bien, il y a eu des initiatives partout, dans tous les corps de métier, enfin, des initiatives solidaires. On s'est quand même fait lourdement bastonner par le Covid, enfin 2 mois d'inactivité, confiner la moitié de l'humanité, enfin c'est sans précédent. On le voit maintenant même comment ça crée des dépressions, on commence à surveiller un peu ces situations-là, donc c'était dramatique. Et du coup, on sont sortis, comme tu as dit Nathalie, beaucoup de solidarité. Et chez nous, chez Guy Hockey, ils ont tout de suite, alors on l'a traduit, parce qu'on n'est pas là non plus, c'est pas une société à but non lucratif, on l'a aussi tout de suite fait des opérations marketing derrière dessus, on l'a marketé. C'était dans un premier temps les logements qui étaient mis à disposition, les logements vacants qui n'étaient pas loués, notamment des logements qui étaient normalement loués en Airbnb, souvent qui n'étaient pas loués. On s'est servi des agences, il a fallu faire travailler tout le service juridique parce que c'est pas facile de mettre à disposition un logement pour une période donnée.
comme ça, parce qu'une fois que la personne elle est dedans, bah, il y a un risque qu'elle reste dedans. Donc juridiquement, il a fallu encadrer ça, faire des mini-contrats, et on a pu mettre des soignants à côté de leurs hôpitaux pour qu'ils puissent aller à l'hôpital parce que c'était ultra chargé. Donc il y a eu cette première initiative. Et la deuxième, c'est plus lucrative pour le coup, c'était de donner 200 € sur chaque mandat pris à consommer à l'intérieur de la ville, c'est-à-dire à consommer chez les commerçants de la ville. Et ça a été une grosse opération marketing qu'on a traduit au national en moins de 15 jours. Ça a été vraiment… Mais au-delà de ça, c'est des opérations de Guy Hockey. De la solidarité, il y en a eu partout, quoi. Partout, je crois, et dans tous les corps de métier, on en a vu, et c'était une bonne chose. Oui, en fait, ce qui est intéressant quand même dans la solidarité, c'est la réappropriation, en fait, par le réseau pour la rediffuser, en fait. C'est cette valorisation-là qui est intéressante, parce qu'il peut y avoir des innovations locales, participatives, solidaires, mais qui ne sont pas forcément mises en valeur. Et ça, c'est intéressant, en fait, pour la décliner et la diffuser. La quête de sens aujourd'hui, je crois qu'elle arrive des startups, leur façon de fonctionner, parce que les startups, il y a ce qu'elles produisent, ça on peut en parler après, et il y a aussi la façon dont elles fonctionnent en interne. Fabien, tu parlais de silo, de transversalité, d'agilité, basket. Enfin, il y a des codes qui sont un peu nouveaux, des codes d'entreprise qui sont nouveaux, et aujourd'hui, attention, excusez-moi, hop là. Il y a des codes qui sont vraiment nouveaux aujourd'hui dans l'entreprise. Donc, il y a déjà ça. Il y a une quête de sens qui nous est donnée par ces startups-là, et je pense que même les grandes entreprises aujourd'hui sont en train de l'embarquer. Parce que nos clients, ils avaient 60 ans, ils ont 20 ans, et aujourd'hui, on commence à réfléchir à ça. La banque, je pense par exemple à la banque, ils n'arrivent plus à recruter, quoi. On n'a plus envie d'être banquier quand on a postulé à la banque, c'est parce qu'on n'a rien trouvé d'autre, quoi. Voilà. Et donc, on doit redonner du sens à l'intégration des collaborateurs, à la vie de nos collaborateurs dans nos entreprises. Et ça, oui, ça, je pense c'est embarqué depuis un moment, ça devient extrêmement concret. Si c'est ça qu'on appelle la low-tech, alors oui, ça, c'est très, très embarqué. Mais du coup, maintenant, on voit bien concrètement ce que ça peut représenter dans le quotidien des acteurs du business et des citoyens. Fabien, est-ce que tout ça, ce n'est pas antinomique avec la notion de start-up ? Alors, ce n'est pas antinomique, il faut être vigilant. La définition d'une start-up, ça répond à des critères de taille, de croissance, de développement. Une start-up n'est pas forcément basée sur de la haute technologie, sur de la big data ou sur de la high-tech. La start-up peut être intéressante et peut être facilitateur en fait, du développement de ces technologies, de cette méthodologie qui va permettre l'expression de l'individu, de son besoin, si et seulement si ça répond à sa philosophie d'activité. Donc, pour répondre à votre question, non, la définition de la start-up n'est pas antinomique avec le développement des objectifs d'amélioration de parcours, d'amélioration de produits, d'amélioration de vie. Tout dépend finalement de l'objet et de l'exercice réalisé par la start-up. Mais Nathalie, plus d'humain, plus de solidarité, plus de sens, est-ce que c'est forcément au détriment de la data ou pas ? Non, ce n'est pas forcément au détriment de la data. Au contraire, la data, elle va permettre… Alors, bon, déjà, comment on récupère la data ? Donc, il y aurait peut-être une question de réflexion sur l'éthique des algorithmes, déjà, hein, pour que ça reste dans une philosophie RSE. Par rapport à ça, on sait très bien qu'au niveau de la data en soi, c'est rien. C'est les algorithmes derrière qui vont les faire parler et qu'est-ce qu'on en fait, d'accord ? Donc, non, pour moi, ce n'est pas du tout antinomique. Au contraire, ça peut être au service de l'humain, d'accord, pour mieux connaître les besoins par rapport aux clients, par rapport aux usagers, même par rapport aux collaborateurs, et finalement recentrer cet humain grâce à la data. Encore une fois, c'est une question d'éthique des algorithmes et de ce qu'on en fait. Donc finalement, c'est la combinaison de l'intelligence artificielle et de l'intelligence humaine. Tout à fait, c'est cette combinaison-là, cet équilibre qui va être intéressant et qui va permettre plus de performance vis-à-vis du collaborateur, mais vis-à-vis du client. Et là, on va peut-être pouvoir développer avec l'intelligence artificielle ce qu'on appellerait une symétrie des attentions, à la fois côté salarié et à la fois côté client. Si vous me permettez d'intervenir sur ce sujet, data et low-tech, et humain, data versus humain, juste préciser qu'on n'a jamais eu autant d'informations, de data, jamais. On n'a jamais eu autant
donné sur les territoires, sur les personnes. On n'a jamais autant concerté sur un sujet qui nous est propre, qui sont les projets urbains, sur l'immobilier. On n'a jamais fait autant de consultations auprès des habitants. Et on n'a jamais eu autant d'insatisfaction. Il n'y a jamais eu autant de levées de boucliers. On n'est pas plus heureux pour autant. Hein. Non, mais donc on voit bien que ce n'est pas la data, ce n'est pas l'information qui va améliorer la vie et ce n'est pas la méthode qui va améliorer la vie. C'est une espèce d'alchimie, c'est la rencontre en fait entre ces deux pans. Et finalement, en fait, c'est comme dans beaucoup de choses, ça reste assez classique, assez pragmatique, c'est la qualité de la question posée qui va permettre en fait la qualité de la réponse à apporter. Tous les territoires sont aujourd'hui, mais on est sous une vague de données. Les collectivités locales n'ont jamais eu autant de données, les entreprises n'ont jamais eu autant de données, de data. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on en fait et comment on la traduit. Stéphane ? Oui, c'est clair. Ce sujet-là, aujourd'hui, on n'a jamais été autant noyé, je rejoins Fabien, d'informations. On ne sait même plus quoi en faire d'ailleurs, on ne sait même plus les lire. Et alors que ce qu'il faudrait, c'est au moment où on en a besoin, avoir la bonne information, au moment où on l'appelle. Aujourd'hui, la data, elle va pouvoir nous apporter ça, elle apporte ça. Pour autant, déjà qu'on se pose des bonnes questions pour y apporter des bonnes réponses et qu'on arrive à les loger et les trouver disponibles dans son téléphone assez rapidement. Ce qu'on fait en règle générale. Mais on est noyé d'informations. Et dans nos métiers, il va falloir, je pense, répondre à un certain nombre de questions et pas d'autres. Voilà. Et de trouver la bonne information au bon moment, au moment où on en a besoin. Et c'est un travail aujourd'hui. On sait une chose, c'est qu'on ne sait rien. Ça a tout chamboulé, voilà. Et puis maintenant, il faut que ça atterrisse. Et donc, c'est ça l'idée. Il faut que ça atterrisse. Les modèles ont changé et il faut, nous, qu'on essaye de continuer à perdurer, les grandes entreprises. Pour l'instant, dans l'immobilier, on est un peu tranquille, mais voilà, commencer à perdurer et essayer de ne pas se faire remplacer, mais essayer de s'autodisrupter. Pour l'instant, on n'a pas encore vu de grandes boîtes s'autodisrupter. Donc, c'est des vrais enjeux pour nous. Nathalie, finalement, pendant un moment, on a cru que l'intelligence artificielle était au-dessus de tout et voilà, c'était la vérité en soi, c'était l'IA. Et aujourd'hui, il y a un retour de balancier et il faut réintégrer de l'humain. C'est un peu ça ce que Oui, il faut réintégrer de l'humain, il faut réintégrer de l'émotion aussi parce que quelle que soit l'intelligence artificielle, alors bon, on n'est plus sur du deep learning, on n'est pas encore sur de l'intelligence humaine, hein, donc mais il y a ce côté émotionnel et ce côté transversalité que pour l'instant une IA est incapable de faire, de penser, c'est-à-dire qu'elle va être plus performante sur des tâches très précises. Par contre, avoir un regard plus transversal, une compréhension émotionnelle d'une interaction, par exemple, et bien là, c'est trop complexe pour une IA, donc on est obligé d'avoir l'humain derrière qui va permettre de pallier les faiblesses entre guillemets de l'IA. Donc les deux sont complémentaires et c'est parce qu'on aura les deux qu'on va être plus à l'écoute de son client, plus dans cette relation humaine d'accompagnement, si je reparle du secteur immobilier, avec l'acte d'achat immobilier qui est très anxiogène. J'allais dire, si on augmente l'agent immobilier de l'intelligence artificielle, on va lui dégager du temps pour qu'il puisse avoir plus d'attention vis-à-vis de son client dans son accompagnement et avoir une réponse globale et beaucoup plus proche de ses attentes. Voilà, donc demain, c'est un déterminant. Stéphane, c'est comme ça que vous appréhendez le sujet. Des agents immobiliers plus à l'écoute, plus dans l'émotion. Oui. Les startups, je vous le redis, on en reçoit régulièrement, on est très très attentifs, on regarde pas ça d'un revers de main. Même si aujourd'hui tous les modèles, très sincèrement, n'ont pas fait leur preuve dans l'immobilier, partant d'un mauvais postulat, effacer les agences. Pour moi, ça fait pas un projet. Et par contre, ce qui marche très très bien, c'est l'association d'une grande entreprise pour nous, comme nous, et de startups qui ont besoin, parce qu'elles ont déjà un besoin de nous pour se développer. Et l'association, je le vois par exemple dans la visite virtuelle, quelque chose qui change le geste de l'agent immobilier. On a fait des visites virtuelles immersives avec Matterport, qui peut ressembler à une startup, mais qui n'en est plus une, puisque maintenant c'est une très grande entreprise. Aujourd'hui, la visite virtuelle, je pense qu'on aura du mal demain à emmener quelqu'un dans sa voiture. Voilà, je vous le dis, si vous regardez ce qu'est une visite virtuelle, on rentre carrément à l'intérieur du bien. Je veux dire, on aura beaucoup de mal, à mon avis, d'emmener quelqu'un en dehors du périphérique ou à gauche ou à droite et le faire se balader dans la voiture. Ça, c'est l'association d'une start-up et d'une grande entreprise comme la nôtre. Ça fonctionne plutôt bien. Donc, il y a quelques gestes qui vont changer,
mais pas tous. Quand vous Pas dites tous. on aura du mal, ça veut dire quoi? C'est en amont ou vous pensez que les gens achèteront directement sans visiter réellement? Ah non, non, pas du tout. Non, 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 pas du tout. C'est qu'aujourd'hui, au lieu de visiter 10 biens, vous en visiterez peut-être 20, mais dans votre fauteuil. Voilà, dans votre fauteuil, sur votre iPad. Et vous en sélectionnerez un ou deux. Et comme vous l'avez en mandat exclusif, parce que c'est aussi associé à ça, pour les agences immobilières, au mandat exclusif, vous aurez un mandat exclusif, je pourrais aller me balader dans la ville, autour de l'appartement que je vais peut-être choisir, et ensuite dire à l'agent immobilier que je veux le visiter pour sanctionner ma vente. Mais au départ, mais par contre, faire visiter 7, 8, 9 biens dans une voiture, ça n'a plus de sens, quoi. Ça n'existe déjà plus d'ailleurs, hein. On ne parle pas de demain, hein. Ça n'existe, à De mon toute sens, façon, déjà plus. techniquement, on ne peut pas trop le faire en ce moment. Mais du coup, c'est l'émotion aussi de l'acte d'investissement qui disparaît Ah non, derrière. pas du tout. Il y a toujours cet enjeu. C'est juste que la visite pour rien, c'est fini. Vous la ferez sur votre iPad, dans votre fauteuil. Cette visite-là pour rien. Vous ne vous déplacerez pas, vous ne prendrez pas sur votre temps. À 14 heures, je dois voir l'agent immobilier, signer un bon de visite, qui m'emmène. Je visite, je m'aperçois en arrivant que ça ne m'intéresse pas du tout. Ça m'embête même de rentrer dans la maison, parce que ça existe aussi. Et j'ai perdu mon après-midi alors que j'aurais dû aller travailler. Ça, c'est fini. Stéphane, Je si pense je que peux, c'est si je terminé. peux compléter ton propos, euh, ce que tu dis est tout à fait juste en fait. Et la période de confinement, enfin, la période qu'on vit à l'heure actuelle est un formidable accélérateur en fait Ah ouais. des usages, des habitudes. Euh, pour parler un peu de logement neuf, on a tous entendu dire, on a tous entendu les besoins s'exprimer, du manque d'espace dans les logements qui ont été réalisés ces dernières années, du besoin d'avoir des espaces extérieurs, et qui en fait, à une grande échelle, a été exprimé, ce qui n'était jamais le cas avant, pour pouvoir dire au territoire, aux grands donneurs d'ordre, voilà ce dont on a besoin. Voilà quels sont. On a vécu tous dans nos logements, on a vu ce dont on avait réellement besoin, et voilà ce qu'on attend maintenant des territoires et des grandes opérations. Ce qui n'a jamais été le cas avant. Donc cette période, elle a révolutionné, elle a accéléré de manière fondamentale. On a gagné 10 ans en termes de prise Ah d'habitude. ouais. Oui, oui, Tous les clairement. Oui. directeurs marketing disent, mais c'est fou en fait. Dans cette période-là, on a pu tester à grande échelle, avec un temps extrêmement court, des choses qu'on met 10 ans à mettre en place dans un marché normal. Il y a eu deux choses fortes à l'après-confinement. Matterport, je vous donne un exemple pour le coup. Ariane, vous qui aimez le concret, voilà, c'est extrêmement concret. On a un accord avec Matterport sur la visite virtuelle parce qu'on imagine depuis déjà 2 ans que c'est demain. Mais bon, le réseau, vous savez, dans un marché extrêmement fast, ce sont des réseaux de franchise, ils sont patrons chez eux. 3 000 euros, la caméra, 60 euros par mois. Est-ce qu'il y en a vraiment besoin? De toute façon, à chaque fois que je prends un mandat, je le vends, donc on s'en fout un peu. On avait vendu 7 caméras en 2 ans. 7 caméras en 2 ans. On a vendu 70 caméras en 15 jours après le 11 mai. Et aujourd'hui, plus de 200 agences sont équipées. Ça, c'est extrêmement concret. Et la deuxième chose, c'est sur l'aménagement du territoire, ce qui vous concerne. L'aménagement du territoire, moi, j'étais assez sceptique quant à voir un Parisien, je suis parisien, voir un Parisien passer de l'autre côté du périph'. J'avais un peu de mal. La quête de sens, on l'entendait, et c'est vrai que tous, avec les têtes de réseau, on se parle, et c'est vrai qu'on constatait une consultation des sites élevés sur les biens avec balcon, sur les biens avec jardin. C'était vrai. De là à passer à l'acte, c'était un peu compliqué. Là, en septembre, on peut clairement vous le dire, j'ai eu 20% de maisons en plus, 20% d'appartements en moins. C'est concret. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, les promoteurs vont le prendre en compte. C'est concret dans la construction de demain. C'est en train de s'étaler. Et c'est assez marrant. C'est-à-dire qu'on a essayé d'aménager le territoire pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et le Covid, un tout petit virus, va l'avoir fait en 2 mois, quoi. Donc, c'est assez marrant. Et la low-tech est là pour faire exprimer en fait ce bruit de fond qu'on n'a jamais été capable, en tout cas, de mettre en avant, puisque ça n'a resté qu'un bruit de fond et que ça restait juste du sentiment. Je voudrais faire juste un parallèle. Ce qu'on développe en low-tech aussi, c'est la concertation habitante et l'expression du besoin. On sait tous très bien à faire en manière physique et on a toujours à peu près les mêmes personnes. Donc, c'est assez compliqué en fait de pouvoir faire ressortir des tendances avec finalement peu de personnes. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'avait jamais autant consulté et concerté, c'est vrai. Aujourd'hui, on est capable de pouvoir faire exprimer les personnes. Tu le disais, Stéphane, aujourd'hui, dans son canapé, mais aujourd'hui aussi, on est capable de pouvoir exprimer son avis sur des questions qui sont posées, qui sont importantes pour le devenir et pour les grands projets, de chez soi à n'importe quel moment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir enfin avoir l'expression des personnes qui ne s'exprimaient jamais et qui vont pouvoir
aujourd'hui dire réellement ce dont ils ont besoin et comment ils se projettent. Nathalie, alors l'heure tourne, il nous reste 5 minutes. Nathalie, j'aimerais pour les entrepreneurs, les agents immobiliers, les start-upers qui nous écoutent, est-ce qu'il y a un code de bonne pratique aujourd'hui pour s'appuyer sur ce mouvement, le développer et mixer au mieux les deux intelligences? Alors, sans dire qu'il y ait de code de bonne pratique, ça serait un petit peu prétentieux. Je pense qu'il faut vraiment remettre donc l'homme et les usages au cœur même du processus d'innovation et aller sur tout ce qui est innovation participative. L'acteur est au centre du système. Vraiment faire remonter tout ça et dans ces process pouvoir le faire remonter. Et c'est là que pour moi la low-tech c'est pas non plus que on arrête la technologie. Au contraire, pour moi, la low-tech, elle est dans une vision simplificatrice on va dire, une réduction de la complexité. D'ailleurs, on parle de simplexité, d'accord ? Rendre simple quelque chose de complexe. Parfois, la technologie peut être complexe, mais parfois, elle peut être simple. Et si on pense à remettre l'usager au cœur en fait, de la réflexion, on va pouvoir penser des solutions technologiques qui vont être simples et faciles d'accès pour éviter aussi l'exclusion, parce que la technologie, c'est aussi une source d'exclusion et de fragilité. Donc ça, c'est un peu le premier point. Et puis peut-être créer ce qu'on appelle des living labs, des laboratoires qui vont permettre de réfléchir à tout ce qui peut être centré sur l'usager et finalement rentrer dans cette dimension plus humaine et répondre à ces besoins-là. Voilà. Fabien ? Oui. Des conseils, un code de bonne pratique, même si c'est un peu ambitieux. Qu'est-ce que vous donnez comme conseil aux entrepreneurs qui nous écoutent ? Où je serais bien mal placé pour donner des conseils, mais en tout cas, je dirais que la low-tech est une méthodologie qui doit en fait structurer finalement toute l'approche du marché. C'est pas une option parce qu'elle est vraiment structurante. On a parlé de désilotage, on a parlé de fin de la spécialisation. Donc, je n'ai pas forcément de conseils à donner. Je dirais juste que c'est un complément et c'est une offre qui va venir en fait compléter toute la chaîne de valeur, que ce soit dans l'immobilier ou autre. Et qu'elle a quand même cette qualité de demander beaucoup moins d'investissement en termes de financiers pour se développer que la big data ou Alors, je crois que j'ai encore un petit problème de connexion. Stéphane ? Oui. On C'est parle à des start-upers, des entrepreneurs et notamment dans l'immobilier. Oui, conseil il y a, c'est déjà choisir bien son client parce qu'il y a deux clients. Quand on aborde les sujets, il y a le collaborateur et le client final. Voilà, je pense bien s'occuper de ses collaborateurs. Aujourd'hui, comme tout change, on l'a dit, ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. Comme il faut miser, je pense, très, très fortement sur la formation de ses collaborateurs. Il faut accentuer la formation de ses collaborateurs, et notamment dans l'immobilier, où il y a quand même certaines carences qui créent quand même un turnover qui dit tout le contraire de ce qu'on vient de se dire aujourd'hui, et qui dit on doit s'occuper d'eux, et paradoxalement, on a un turnover qui broie des collaborateurs qui s'approchent des agences immobilières ou de ce métier-là. Donc, si j'avais un conseil à donner, c'est tout centré sur la formation et encore la formation pour accompagner nos collaborateurs et bien s'occuper d'eux. Voilà. Nathalie, le mot de la fin. Moi, j'ai juste une petite question, dernière question à vous poser. Là, on a beaucoup parlé de remettre le client, l'usager au cœur du process. Est-ce que ce n'est pas un peu tarte à la crème? Parce que c'est quelque chose qu'on entend depuis des années. C'est vraiment le fondement de la low-tech aujourd'hui? Alors, oui, c'est tarte à la crème. Le problème, c'est que dans les faits, tu sais, Ariane, entre
j'annonce que je suis centré client, que je suis le champion de la relation client, que je mets le client au cœur du process. Donc ça, c'est cette illusion en fait des collaborateurs qui sont très bien notés en tout cas et qui répondent à ces besoins-là, on va dire. Et puis il y a l'expérience client qui derrière, on voit bien en termes de notation, c'est pas encore le cas. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est tarte à la crème dans le sens, on redit évidemment quand on parle d'orientation client, comme si en marketing on pouvait imaginer, penser ne pas produire pour le client avec cet esprit-là, mais dans les faits en fait il y a plein de fois où ça n'a pas été pensé. Donc oui, la philosophie de l'OTEC c'est ça, mais c'est aussi vraiment avoir la conscience que demain on a des grandes tendances de consommation avec une exigence d'éthique, de responsabilité sociale, où les entreprises vont être notées en fonction de ça et que ça devient un critère de choix important. Non seulement du consommateur, du client, mais aussi ça va être un critère important du choix de l'entreprise dans laquelle j'aurais envie de travailler. D'accord ? Donc, cette façon en fait, de recentrer donc l'usager, mais l'usager qu'il soit salarié ou client, je pense que c'est une démarche qui est, à mon sens, déterminante pour non seulement perdurer, mais aussi avoir sa résilience dans un environnement qui est un peu turbulent. Merci beaucoup. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous aujourd'hui.